Chers auditeurs, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, déjà parce que nous n'étions pas là dimanche dernier, mais surtout parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un film que j'aime beaucoup, Le sens de la fête. Et je dois d'entrée vous confesser que ce n'est pas seulement pour ses qualités sur lesquelles nous allons très largement revenir dans cet épisode. Non, en vérité, il y a une autre raison pour laquelle j'ai proposé il y a quelques semaines à Bastien de faire ce film, et je crois qu'il est temps pour moi de lui avouer, en même temps qu'à vous, les raisons profondes de ce choix. J'ai très peur. Mais pour ça, il faut d'abord un peu de contexte. À vous, en tout cas, car vous ne le savez pas, mais figurez-vous que notre cher Bastien, ici présent, va se marier dans quelques mois avec sa chère et tendre Élodie. Un événement très important, vous vous en doutez. Et je n'ai donc pas résisté à l'idée de parler d'un film de mariage dans le podcast. L'occasion pour moi de prendre quelques idées de choses à faire et à préparer en tant que bon témoin que je suis. Ouais, je suis témoin et je suis maxi fier. Et puis en plus, il se trouve qu'il a eu la délicieuse idée, ou inconsciente, c'est comme vous voulez, de me choisir comme maître de cérémonie. Alors autant vous dire que j'ai du boulot. Et après avoir revu le film ce matin, je dois dire que j'ai vraiment hâte d'y être, et en particulier pour le moment où on va voir Bastien s'envoler et danser suspendu au-dessus des invités dans la nuit, accroché à un ballon très maladroitement dirigé par ses témoins préférés. Et là, vous le voyez pas, mais il a l'air hyper rassuré par cette proposition. Bon, je vais pas en dire plus pour lui garder quelques surprises, mais je veux qu'il soit sûr d'une chose, je ferai tout et je serai tout aussi engagé à la réussite de son mariage que ne l'est Jean-Pierre Bacri dans ce film. Parce que ça, c'est beau. La vérité, au-delà de ce clin d'œil malicieux à mon acolyte, c'est que j'avais profondément envie de parler de Bacri. Et en particulier de ce film, l'un de ces derniers avant sa tragique disparition en 2021. Pour l'anecdote, sachez que j'ai vu ce film une bonne dizaine de fois, parce qu'il se trouve que c'est un cas d'étude de management que je fais chaque année avec mes élèves. Oui, je vous confirme, c'est un excellent sujet d'analyse de management d'entreprise. Et à ce titre, mes élèves ont donc la chance chaque année de voir ce film dans mes cours. Mais c'est surtout pour moi un plaisir immense à chaque revisionnage de retrouver tout ce qui fait le sel des films de Nakache et Toledano, à commencer par les dialogues ciselés, et ils sont ici portés par un casting étoilé allant de Jean-Paul Rouve à Benjamin Delaverne, ou encore par Gilles Lelouch et donc Jean-Pierre Bacri. Et Bacri, c'est pas rien. Vous savez, il y a des choses qu'on peine à expliquer dans le cinéma, des émotions que ça nous procure. Et dans ce film, il y a une scène, pourtant toute simple, qui me fait fondre en larmes à chaque fois que je la vois. C'est à la toute fin, on le voit seul, assis sur une caisse de rangement en plastique, la tête appuyée sur les mains et les bras reposant sur ses genoux. Il est pensif, éclairé par la lumière du jour traversant les grandes fenêtres du château, les traits tirés par une nuit agitée et sans sommeil. Il est immobile et silencieux, dans un cadre parfait aux couleurs bleutées et accompagné de quelques notes de piano. Cette scène, elle dure à peine quelques secondes, jusqu'à ce que la comédienne Suzanne Clément ne vienne s'immiscer dans le plan et le faire se relever. Mais pourtant, je trouve qu'elle raconte tellement sur lui, sur le comédien qu'il était, sur les émotions qu'il savait jouer, celles qu'il savait procurer, les rires, la tendresse, la mélancolie. Cette scène, c'est presque comme un tableau pour moi. Je crois que j'aimerais pouvoir l'encadrer et l'accrocher sur un mur, pour la regarder comme on regarde une peinture dans un musée. Le visage de Bacri, ça a longtemps été le fond d'écran de mon téléphone. Et chaque fois que je le revois, je repense à cette scène. Et j'ai souvent les yeux humides, parce que ce comédien, il me manque beaucoup. Ouais, Bacri, c'était pas rien. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous, bonjour Bastien. Bonjour cher témoin. Comment ça va? Ça va et toi? Bonjour tout le monde. Eh bien écoute, ça va très bien. Ravi de vous retrouver après une semaine d'absence. Une semaine beaucoup trop longue. J'avais hâte de revenir. Mais moi aussi. Nous voilà donc réunis aujourd'hui pour parler du sens de la fête. Un film, je l'ai dit, d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Un duo de réalisateurs dont on va pas mal parler aujourd'hui, qui est sorti le 4 octobre 2017. Il dure 117 minutes, à peu près 2 heures.
Il a été fait avec un budget de 14,8 millions d'euros, ce qui n'est pas totalement déconnant quand on voit le casting. Oui, et puis même les idées de mise en scène, Et les à idées certains de mise en moments, il scène. fallait au moins ça. Ouais. On est bien d'accord, il a des vraies qualités sur ce point-là, on va y revenir. Il a réalisé un score très intéressant en France avec plus de 3 millions d'entrées en salle pour un total de 31 millions d'euros récoltés. En tout cas, c'est les estimations qu'on a. Autant dire que c'est un film qui a marché, on peut dire ça. Ah bah un petit peu, oui. Si, quand même, c'est beau pour le ciné français, c'est pas tout. Puis ça change un peu des comédies qui marchent souvent et qu'on voit. Oui, C'est vrai que le style de Toledano et Nakache est bien à lui, mais quand ils arrivent quand même à toucher à plein de trucs en termes d'émotion, etc. Et en termes de comédie, justement, je trouve que c'est pas des comédies ce ne sont pas des comédies génériques, voilà, c'est ça que je veux dire, ce ne sont pas des films génériques. On est totalement d'accord. Et alors, on va faire un point sur le casting. Je sais que c'est un point que tu aimes beaucoup. J'adore ça. On va commencer par Jean-Paul Rouve, qui a pas le rôle principal, il a un rôle un peu annexe, mais quel plaisir de retrouver Jean-Paul Rouve, qu'on avait déjà vu sous la direction de Toledano et Nakache dans Nos Jours Heureux, qui est sans doute peut-être leur meilleur film, en tout cas notre Madeleine de Proust. Moi, je pense que oui, c'est un peu le Uncharted 2 de Toledano et Nakache en ce qui me concerne. C'est-à-dire que je sais qu'ils en ont fait des meilleurs, objectivement, mais celui-là, je peux pas ne pas le mettre en premier. Pour moi, c'est le meilleur. Ouais, je te rejoins. C'est vraiment un film que j'aime énormément, qu'on a vu et qu'on peut voir sans relâche. En fait, c'est un film. T'as envie de le voir tous les étés, ce film-là. Non, mais clairement. Mais de la même manière que t'as envie de voir tous les étés Nos Jours Heureux, je trouve qu'il est excellent aussi. Hein. Bah, c'est celui-là dont on parle. Hein. Non, tu m'as dit Tellement Proche. Non, j'ai dit Nos Jours Heureux. Oh my bad, moi je pensais que tu parlais de Tellement Proche. Moi je préfère Tellement Proche. Ah non, bah moi c'est Nos Jours Heureux. Oh là là, fatigué Bastien, excusez-moi. Mais comme il l'a dit, je prépare un mariage, donc c'est pas de ma faute. Oui, non, et alors juste pour un point, un petit point box-office, Europe, les films de Toledano et Nakache, bon alors évidemment il y a Intouchable qui atteint des sommets avec presque 44 millions. Évidemment. Mais depuis Intouchable, ils sont à chaque fois autour des 5 millions de box-office. Mais Nos Jours Heureux, c'est ensuite celui-là qui a le plus gros succès, hein, avec 1 600 000 environ. Et par contre, Tellement Proche, celui que je préfère, n'a fait que, entre guillemets, 851... C'est des nombres d'entrées, pardon. Ouais, 851 000 entrées. Ouais, c'est un peu... C'est pas beaucoup, effectivement. Cela étant dit, il faut quand même le remettre dans le contexte. Enfin, ils n'étaient pas tout à fait encore au même niveau de notoriété d'aujourd'hui, Toledano et Nakache, même si Nos Jours Heureux a été un carton. Ce qui a été vraiment le point de bascule, c'est quand même Intouchable. Ah bah un petit peu, oui. Celui d'après, du coup. Exactement. Donc Jean-Paul Rouve, je le disais, on l'a connu dans ce film-là, on l'a connu évidemment dans Podium, dans la saga des Tuches, mais aussi dans Je vais bien, ne t'en fais pas, qu'un très très bon film. Si vous l'avez pas vu, je vous recommande de voir ça. Donc c'est un comédien, voilà, il a rien à prouver. On l'a vu récemment aussi dans un rôle tout autre où il interprète Gabriel Maznev, qui était un film, Le Consentement, je crois que ça s'appelle. C'est absolument ça. Qui est l'adaptation du livre de la victime de exactement. Donc c'est un comédien qui a vraiment un panel de jeux très très large. Et moi, j'ai toujours un grand plaisir à le retrouver. Je trouve un des meilleurs acteurs de sa génération. Je suis assez d'accord et je mentionne quand même parce que pour ceux de notre génération et ceux un peu plus anciens qui nous écoutent, s'ils nous écoutent, c'est aussi évidemment un des fondateurs des Robins des Bois. Bien entendu. Et là, voilà, obligé quand même de citer les Robins des Bois quand on parle de Jean-Paul Rouve. Mais juste, ça me fait penser, là, quand tu parles de son rôle dans Le Consentement, c'est qu'il y a quand même pas mal d'acteurs comiques à la base qui font quand même des rôles de fous et des prestations de ouf en termes de rôle dramatique et complètement aux antipodes de ce à quoi ils nous ont habitués. Hein. Je pense par exemple à Fred Testo qui avait joué un mari violent qui battait sa femme, je crois, pour un téléfilm sur TF1. On retrouve aussi au casting c'est difficile de parler vraiment de personnages principaux en fait, dans ce film, parce qu'il y a beaucoup de personnages, ils ont un temps d'écran à peu près équivalent, mais je l'ai dit, on retrouve Gilles Lelouch qui lui aussi est une figure du cinéma français. Il a notamment cartonné ces dernières années dans Bac Nord, dans Le Grand Bain, ou encore dans L'Amour Ouf, qui est un film qu'il a réalisé par ailleurs. On le voit aussi dans Les Petits Mouchoirs et ses suites. Là aussi, c'est un acteur qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Moi, je trouve je pense qu'actuellement, c'est le meilleur acteur français. C'est mon point de vue. Je pense que je le mettrais au-dessus de tous les autres, parce que je trouve que c'est un acteur qui a vraiment mué dans son jeu.
J'ai souvenir de l'avoir vu dans Goliath, par exemple, où il défend, il joue le rôle d'un avocat et de l'avoir trouvé assez marquant là-dedans. Et voilà, je trouve qu'il a vraiment des qualités, ce garçon, de savoir là aussi avoir un spectre de jeu très large, mais je le trouve très très fort dans son, comment dire, dans sa qualité, dans son jeu, à aller chercher les émotions chez le spectateur, quelles qu'elles soient. Que ce soit le rire, que ce soit la sympathie, que ce soit l'empathie. Parfois, il est très agaçant et parfois, il est très touchant, parfois, il est très dur. Je trouve que c'est un acteur qui a vraiment, vraiment un talent incroyable, Gilles Lelouch. Oui, il fait partie d'un peu de la génération du Jardin, Canet, enfin, tous ceux qu'on voit dans le film de Guillaume Canet, tu l'as dit, dans Les Petits Mouchoirs et sa suite. Et il a ce côté un peu, moi j'aime bien cette génération d'acteurs-là parce qu'ils ont un peu ce côté les oncles cool de la famille. Totalement. Tu vois ce que je veux dire. Et effectivement, les voir parler en interview, je sais qu'on reproche beaucoup au cinéma et au cinéma français particulièrement de toujours faire des trucs en famille. Ce truc-là, mais moi j'aime bien. C'est un côté que j'aime bien quand même. Tu vois. Je suis d'accord. Il y a une récemment de Télérama qui a dénoncé. Oui, voilà, qui avait dénoncé ça, mais même au-delà de ça, moi je trouve que ça. Moi je sais que tu vois, le fait qu'ils fassent des films toujours avec à peu près les mêmes personnes, moi ça me choque pas plus que ça. Et encore, Lelouch, lui, il a tendance à aller quand même à droite à gauche. Etc. Donc voilà, je sais pas si c'est un acteur que je mettrais devant tous les autres, peut-être pas à ton point, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un acteur qui est très prolifique et surtout qui ne cesse d'évoluer en termes de jeu. Ça, je te rejoins complètement. À ses côtés, on retrouve aussi Benjamin Lavergne. Alors, c'est un acteur dont on parle beaucoup ces temps-ci, puisqu'il a présenté les Césars. Oui, et tu avais dit de Laverne dans ton édito. Je voulais savoir ce que tu allais dire sur mon mariage, donc je t'ai pas coupé. Bon, autant pour moi. Benjamin Lavergne, évidemment. Donc oui, on l'a, grosse actualité pour lui, parce qu'au moment où on enregistre, on est quelques semaines après les Césars, où il a été absolument brillant dans son rôle de maître de cérémonie, on peut le dire. Oui, et puis voilà, lui aussi, on l'a vu dans Le Discours notamment, qui est une comédie qui est très très réussie, qui a aussi été adaptée au théâtre d'ailleurs et par Simon Astier, me semble-t-il. Il vient du théâtre, Benjamin Lavergne, je crois. Il vient du théâtre, il vient de la comédie française. On l'a aussi vu dans un grand succès l'an dernier qui était En fanfare, un film là aussi avec Pierre Lotin qui était très très réussi. Donc voilà, c'est aussi un comédien très en vogue ces dernières années, mais comme quoi, voilà, 2017, c'était il y a presque 10 ans, donc il sort pas de nulle part, il a déjà une belle carrière derrière lui. Un mot aussi sur Hey Aïdara, qui joue le personnage d'Adèle dans le film, qu'on a vu aussi dans pas mal de films, notamment Brillante, une comédie romantique ou encore Drôle de père. Et puis, j'en ai parlé évidemment beaucoup en intro, mais on va quand même revenir sur Jean-Pierre Bacri, qui a le rôle titre. C'est en tout cas autour de lui que tout le film est articulé. On a connu Jean-Pierre Bacri dans tout un tas de films. On va pas pouvoir tous les citer, mais c'est impossible. Voilà, on peut parler Le goût des autres, évidemment, Cuisine et dépendance, Un air de famille, Didier, on connaît la chanson Comme une image, Place publique, Subway. Voilà, c'est un comédien. La Cité de la peur. La Cité de la peur, bien sûr. Évidemment, quand même. Mais voilà, c'est moi personnellement un comédien que j'aime profondément. J'ai un rapport à ce comédien un peu similaire à celui que j'ai eu plus jeune, même si je ne l'ai pas connu très longtemps parce qu'il est mort en 2005, me semble-t-il, qui était Jacques Villeray. Je trouve que c'est un comédien qui avait un génie incroyable dans le verbe, dans la parole, dans le sens des mots, dans le sens des phrases, dans la tournure. Et je trouve que voilà, j'ai un plaisir immense à me délecter de le voir dans ce film. Je trouve particulièrement humain dans ce film. On a souvent cette image de Bacri un peu jouer des personnages que râleurs. Et je trouve que dans ce film-là, il joue pas du tout un personnage que râleur. Il est râleur par dépit, il l'est pas par nature. Et je trouve que c'est un point vraiment bien dans son personnage. Mais voilà, j'ai toujours une grande émotion et une grande tristesse à le revoir au cinéma parce que il nous manque vraiment, quoi. Ouais, Bacri, c'était une de ces figures marquantes du cinéma français. C'est un acteur qui avait un sens du rythme dans ses dialogues, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de balancer ses répliques, etc., avec une nonchalance, une colère, quelque chose finalement de très naturel, et je trouve que c'est particulièrement visible dans des rôles qu'il a comme là, dans Le sens de la fête ou Le goût des autres, etc., où en fait c'est le genre d'acteur, t'as l'impression que tu le confonds un peu avec sa personnalité privée par rapport à ce que tu vois dans les films. C'est un acteur qui avait un naturel
qui était impossible à éteindre, en fait, à effacer. Et effectivement, oui, c'est un acteur qui manque. J'ai pas une attache autant que toi. C'est pas un acteur que... C'est ça, en fait, que je trouve fou. C'est que c'est un acteur que je vais être honnête, j'ai beaucoup de lacunes en ce qui concerne la filmo de Bakri. Je l'ai beaucoup vu dans des petits seconds... Enfin, pas des petits, mais dans des seconds rôles, souvent, de ce genre de choses. Mais à chaque fois, tu retiens son apparition, tu retiens sa scène, tu retiens son moment. Et même sans avoir vu tous ses films, c'est un acteur qui manque au cinéma français. Voilà, c'est un acteur qui avait une gueule, voilà, je trouve. Juste pour le resituer, il a quand même gagné 5 Césars de son vivant, dont plusieurs fois pour son jeu, mais aussi pour son écriture, parce qu'il a beaucoup écrit de scénarios avec Agnès Jaoui. Il a aussi reçu un César d'honneur à titre posthume en 2021. Et il a aussi reçu beaucoup de récompenses, notamment des Molières au théâtre. Il en a reçu là aussi 1, 2, 3, 4. 5, donc, et le 5e, c'est le prix Tristan Bernard. Autant pour moi. Mais voilà, c'est quand même, ça nous place quand même le bonhomme. Bakri, c'était quelqu'un, quoi. Ouais, c'était vraiment un comédien. C'était quelqu'un, quelque chose, c'était fou, quoi. Et je fais pas souvent ça, mais je vous recommande vraiment, si vous intéressez un peu au-delà du comédien, à cette personne, écoutez des interviews de Bakri. Il y a eu des interviews de lui parfois assez longues, notamment à la radio. C'est un mec qui était passionnant à écouter par rapport à sa vision de la vie. Il avait un immense détachement avec le métier, avec la notoriété qu'il revendiquait ne pas aimer. Et je trouve que ça participe aussi à l'impact qu'il avait. C'est pas du tout un comédien en dehors du plateau, comme on a l'habitude d'en voir. C'est un mec qui n'aimait pas la notoriété, qui n'aimait pas la lumière, et je trouve que ça rend son jeu d'autant plus intéressant, parce que d'autant plus précieux. C'était un mec assez rare, Bakri, je trouve. Oui, c'est clair, et puis c'est vrai qu'il est assez connu aussi pour ses sorties, justement. Bien sûr. Très, comment dirais-je, très offensives sur justement le métier d'acteur en général, et surtout sur la machine cinéma plus qu'autre chose. On est d'accord. Et il avait vraiment... Je pense que c'est pour ça qu'il était aussi apprécié, quoi, parce que justement, c'était un mec qui avait la tête sur les épaules et qui n'avait pas la grosse tête. Totalement. C'est un gars que, comme je disais, qui était précieux, quoi. On va rester dans les récompenses. Il y a quand même un truc assez étonnant sur ce film, qui n'a pas reçu de César, mais qui était nommé dans 10 catégories. Et il n'en a gagné aucun, et ce qui lui vaut d'être un peu resté dans la liste des perdants au César que les gens aimaient, parce que c'est un film qui a vraiment fait l'unanimité. Mais il était nommé pour le meilleur film, la meilleure réal, le meilleur acteur pour Bakri, le meilleur acteur de second rôle pour Gilles Lelouch et Vincent McCain, dont on a parlé tout à l'heure, meilleur espoir féminin, meilleur espoir masculin, meilleur scénario original, meilleur son, meilleur montage, et il a rien gagné. Et non, mais parce que cette année-là, c'est 120 battements par minute et Au revoir là-haut qui ont tout déchiré, si je te dis pas de bêtises, en 2018. Voilà, c'est pas... C'est non, mais après, réussi, c'est toujours difficile quand t'as beaucoup de bons films. Oui, puis c'est surtout que t'as... Mais c'est le cas avec les Oscars, c'est le cas... Et encore, les Oscars, c'est encore un autre truc. Mais en tout cas, en France, avec les Césars, c'est toujours le même problème. On en a déjà... je dirais pas longuement, mais en tout cas, on l'a déjà plus ou moins mentionné quand on a fait notamment... Comment il s'appelait ? Emilia Pérez, etc. Et même notre film, j'ai oublié, mais en tout cas, on le dit souvent, même entre nous, c'est que les Césars, il y a toujours ce côté où on récompense pas ce qui marche, on récompense pas ce que les gens aiment, ce que la majorité aime, et on va se concentrer sur l'art avec un grand A. Bon, Bakri a toujours a toujours réussi, même s'il ne l'essayait pas, et c'est pour ça qu'on l'aimait. Il n'avait pas cette impression d'essayer de tout remporter. Mais disons que oui, voilà, les Césars, c'est une vision vraiment très particulière du cinéma qui n'est peut-être plus aussi valable, qui est de moins en moins valable, je trouve, aujourd'hui, notamment depuis, c'est peut-être con ce que je veux dire, mais depuis la crise du Covid, où justement il y a eu un grand moment où on n'allait plus au cinéma, etc. Et aujourd'hui, les gens veulent aller au cinéma pour... C'est pour ça que t'as des films qui seront jamais nommés, qui font des millions d'entrées. Totalement. Voilà. On est d'accord. Bon, de là, récompenser Cocorico, c'est pas ce que je dis. Non, mais bien sûr. Voilà, non, mais c'est assez marrant de voir que ce film-là, il a eu autant de nominations sans rien gagner. Et le meilleur espoir masculin dans la nomination, c'était évidemment Benjamin Laverne. Donc voilà, la boucle est bouclée pour la partie César. Quelques petites infos sur la production et le film en tant que tel. Le film a été écrit pour Bakri. Et les réalisateurs ont admis après que s'il n'avait pas voulu le faire, il ne l'aurait pas fait. Oui, absolument. C'était vraiment une volonté de l'avoir lui, et on est content qu'ils aient réussi à le convaincre. Ça se ressent tellement, je trouve. Mais je suis d'accord, le personnage, il est vraiment écrit pour lui. Enfin,
c'est facile de dire, j'imagine pas quelqu'un d'autre, mais là. Non, vraiment, mais totalement. Je suis totalement d'accord. Ils ont tourné au château de Courance, dans l'Essonne, pour faire ce film. Donc, c'est pas très loin de là où on enregistre, en l'occurrence. Sans trop révéler, mais on va aller faire un petit recueillement, t'inquiète pas. Exactement. Et là aussi, je trouve que c'est un truc qui participe au film. C'est que le film, il est pas seulement drôle, il est beau. Je trouve qu'il a une patte visuelle, mais ça, Toledano et Nakache ont su le faire avec les années. Et je pense, dans Intouchable aussi, par exemple, à mettre une patte visuelle intéressante sur leur film, à faire de la comédie qui se veut aussi agréable à regarder. C'est un sujet qu'on a déjà abordé quelques fois, où on a un peu le sentiment parfois que la comédie, il faut que ça soit juste drôle, et la réelle, on s'en fout un peu. Eux, ils amènent aussi ce côté-là. Et puis, quand même, 2 autres points. La scène du feu d'artifice a été vraiment compliqué à faire, d'abord parce que la météo était laborieuse, il a plu ce jour-là, donc c'était un petit peu difficile, et surtout il a fallu faire énormément de répétitions pour cette scène-là, et aussi pour la scène qui suit, à savoir le moment où tout le monde joue de la musique en acoustique. Ils ont dû vraiment travailler pour que les plans fonctionnent bien, même si la musique qu'on entend sur le film est une musique qui a été réenregistrée et réorchestrée après. Mais voilà, il y a eu un gros travail de répétition, et ça me permet de faire la transition avec la musique, qui a été composée par Avishai Cohen, et ce garçon est un contrebassiste de jazz qui n'avait jamais fait de bande originale. Donc c'est la première fois qu'il en a fait un, et les réalisateurs lui ont fait comprendre qu'il voulait avoir une musique qui soit quasiment un personnage à part entière du film. Et la musique sert vraiment à donner un ton et un rythme au film. Ça m'a un petit peu fait penser à Birdman. Je savais pas si t'allais le dire, mais je veux dire, à un moment donné, j'ai vu la scène. C'est tout con, c'est la scène où il monte les marches et compagnie. Et t'as juste cette contrebasse derrière et cette petite batterie sèche, machin. Et je me suis dit, putain, j'ai l'impression de voir Birdman. C'est terrifiant. Totalement. Et en fait, encore une fois, ça fonctionne. Donc bravo à lui, parce que ça devait être un défi compliqué quand on n'a jamais fait de BO, quoi. Absolument. Et puis en plus, la BO de ce film, elle est quand même, comme tu l'as dit, ça m'étonne pas, c'est un personnage à part, parce elle dénoterait presque avec tout ce qu'on voit à l'écran, je trouve. Ouais, je suis d'accord. C'est une musique très orientale. Oui, très tout à orientale. fait. Et c'est très surprenant, mais ça colle, mais absolument magnifiquement. Ouais, je suis d'accord. On va parler un peu mieux que ça, un peu plus français. Ça colle vraiment magnifiquement au film. Ouais, non, mais je te rejoins, ça colle, et en plus ça donne de l'épaisseur au film, je trouve. Parfois on a surtout, il y a une démultiplication des productions, donc c'est un peu mécanique, mais cet effet que la musique, soit c'est des musiques connues et ça fait un peu, on a mis un disque en fond histoire d'habiller, soit c'est des musiques qui sont trop présentes et qui essayent de trop appuyer certaines émotions. C'est notamment le cas beaucoup dans le cinéma américain. Mais là, vraiment, la musique, elle a un rôle dans la composition, dans le montage. On sent que le montage a été fait autour de la musique, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Mon cher Bastien, quelles étaient tes attentes avant ce film ? Je pense que tu l'avais déjà vu, mais la première fois que tu l'as vu, et puis qu'est-ce que tu en as pensé ? Mais moi, comme j'adore Tellement Proche de Toledano et Nakache, j'aime beaucoup les anciens Toledano et Nakache, en fait. Si je dois dire ça, c'est-à-dire que voilà, l'époque Nos Jours Heureux, Tellement Proche, même Intouchable, d'une certaine manière. Du coup, mes attentes quand j'ai été voir le film la première fois, je voulais retrouver ça. Parce que justement, c'était, je sais plus si c'est pas leur premier depuis Intouchable à ce moment-là. Si je dis pas de conneries, non, peut-être pas. J'ai un doute, si peu importe, mais en tout cas voilà, j'avais envie de retrouver Samba entre les deux. Ah bah voilà, oui, c'est pour ça j'avais envie de retrouver ça, parce que Samba était beaucoup plus social, beaucoup plus politique, et du coup j'avais vraiment envie de retrouver cette ambiance là. J'étais très heureux de voir un film avec Bakri, c'était pas souvent que j'en voyais, en tout cas à l'époque, et du coup, et comme tu l'as dit, un casting quand même 5 étoiles, 10 étoiles même, on peut dire, avec vraiment des seconds rôles tous aussi marquants les uns que les autres. On n'a pas parlé d'Ivan, n'importe quoi. Alban Ivanov. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas cité. Alban Ivanov, ou même William Legbill, qui fonctionnent vraiment bien, quoi. Donc, totalement.
Donc du coup voilà, mes attentes c'était de me marrer, etc. Et ben écoute, la première fois je me suis pas tant marré que ça. Je l'ai trouvé très bien le film, il y avait pas de souci là-dessus, mais je m'attendais à plus me marrer quoi. Ok. J'avais vraiment cette envie de voir une comédie et je pensais vraiment que ça allait pas arrêter en termes de gags. Moi je m'attendais à un film qui détruit un peu cette notion de mariage tout beau, tout rose, réussi. Et à l'époque j'avais pas ressenti ça. J'ai revu le film ce matin, du coup, pour le podcast, parce que j'ai fait mon Guillaume. Je l'ai vu au dernier moment. Et du coup, j'ai vachement plus apprécié. Alors, est-ce que... Et c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, putain, c'est marrant, on fait un film sur le mariage et je vais me marier. Quelle coïncidence. J'ai pas du tout vu venir que... C'était pour ça, parce que toi, tu m'avais juste parlé du fait que c'était un film qui te plaisait beaucoup et que tu l'étudiais beaucoup en classe. Donc, avec tes élèves. Donc voilà. Donc non, mes attentes, c'était ça. Et écoute, non, ça marche bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? En fait, le film est super. Il est drôle, il est léger. Et Bakri apporte une humanité à son personnage qui est absolument magistrale et bienvenue. C'est génial. J'ai pas vu... Quand j'ai vu qu'il durait presque 2 heures, j'étais en mode, oh putain, il dure si longtemps que ça. C'est fou. Et en fait, je les ai pas vus passer. Toutes les péripéties les plus horribles me font craindre le pire pour mon mariage, mais bon, je me rassure parce qu'on n'a pas prévu de faire des trucs comme ça quand même. Mais putain, non, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est une totale réussite. Y a pas grand chose à acheter. J'ai noté beaucoup de faux raccords. Ouais. Mais bon, il y avait des scènes, je crois que t'as des centaines de figurants pour justement faire pour créer un vrai mariage à l'écran. Ouais, tout à fait. Cette impression de grandeur, le rôle de Benjamin Laverne, mais le pire mec au monde, mais ce genre de personne, mon Dieu, mais quelle antipathie, c'est terrible. Donc voilà, et puis non, je me suis vraiment bien marré. Enfin voilà, et vraiment, encore une fois, la réal est travaillée, la réal est maîtrisée, le montage est maîtrisé, et je trouve que ça se voit notamment parce qu'il y a quand même beaucoup de scènes de nuit. Ça devait être un enfer. Il y a notamment à un moment donné, il n'y a plus de lumière, il tourne à la chandelle. Avec c'est pas une chandelle, c'est les flammes de Koh-Lanta, mais bon, on se comprend quoi. Les flambeaux. Non, mais totalement. Mais du coup, voilà, non, ça marche. Tu vois, cette scène où il marche avec justement son flambeau tout seul et qu'il n'y a que ça qui éclaire, il est filmé en loin comme ça, je trouve ça, en plan large, je trouve ça superbe. Le film est sublime, je trouve. Et puis, t'es tout de suite dedans, quoi. Enfin, le film, dès qu'il démarre, il s'arrête plus, t'as pas de temps mort. Et ça marche super bien. Et puis, le côté Birdman passe aussi par le fait que t'as beaucoup de fondu au noir avec un horaire et tu repars avec la même musique et compagnie. Enfin, t'es vraiment entraîné, toi aussi, dans cette course sans fin de 24 heures où tu n'arrêtes pas, quoi. On peut imaginer que c'était une inspiration, parce que Birdman est sorti avant. Ouais. Donc on peut penser que peut-être, je sais pas du tout. Enfin, que voilà, ça leur a donné des idées. J'avoue que j'ai pas creusé. Non, moi non plus, mais le parallèle. Dans tous les cas, là, c'est flagrant, quoi, tu vois. On vous renvoie à notre épisode vers Birdman. Voilà, c'est ça. En plus, on a parlé de Birdman il y a pas longtemps, donc on l'a un peu en tête. Donc voilà. Et puis non, pour en revenir à Bakri, en fait, il a fait 3 autres films avant de ne plus être parmi nous. Et alors, j'ai pas vu les 3 autres films, je sais pas à quel point il joue un rôle. Je sais qu'il a refait un film avec Agnès Jaoui dans une place publique. Mais en tout cas, ce film-là, comme l'acteur est décédé depuis, j'ai vraiment ce sentiment d'avoir un film posthume. Ouais, genre un peu son dernier au revoir. Il y a plein de moments, j'interprétais ces scènes en fonction de... Putain, on dirait qu'il s'adresse à la communauté du cinéma, tu vois ce que je veux dire, à ses collègues, à sa femme, machin. J'ai vraiment eu cette impression de ciao les copains, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, et je trouve que ça m'a surpris là sur ce visionnage là. Ça m'avait pas fait ça la première fois. Alors là, j'interprète et je pense même que je surinterprète. Mais en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné, parce que et tu vois, quand on dit que le film a été écrit pour lui, qu'il ne se serait pas fait sans lui, bah putain, ça rajoute encore une autre portée à ce film, et à chaque scène, et à chaque dialogue, et à chaque monologue que Bakri fait. Et du coup, oui, effectivement, c'est le sens de Bakri plus que le sens de la fête, en ce qui me concerne, et c'était très plaisant à regarder. Et toi, mon cher Lyon, parce que bon, c'est un film que tu regardes tous les ans, mais du coup, quelles étaient tes attentes au départ ? La première fois que je l'ai vu, mes attentes, c'était
comme toi, j'ai adoré Tellement proche. On l'a vu ensemble. On a un souvenir grosse histoire, mémorable là-dessus. Mais voilà, moi j'aime beaucoup le cinéma de Nakache et Toledano. Je suis comme toi. J'avais été moins pris par Samba. Parce que c'est un bon film, mais qui a des intentions différentes. Donc ça nous sortait un peu de la zone de confort qu'on avait avec eux. Mais voilà, moi, ce qui me donnait envie, c'était Bakri. Clairement, moi, je répète, c'est vraiment un comédien que j'aime beaucoup. Et je dois dire que je partage avec toi ce sentiment de voilà, c'est un peu enfin les autres films, tu les as cités, il a joué dedans, il a des rôles un peu dans Place Publique, c'est le personnage principal, donc enfin un des personnages principaux avec Agnès Jaoui, donc on l'a revu après, mais je trouve que ce film là il raconte voilà, il laisse une trace vraiment forte, en tout cas moi dans mon esprit. Alors je l'ai dit, je vois ce film 2 fois par an depuis 5 ans, et pourtant j'ai toujours le plaisir à le revoir. Et je salue une de mes collègues qui aussi travaille sur ce film chaque année, et on se faisait la réflexion cette semaine qu'on a beau le revoir tous les ans, quand on diffuse ce film pour l'analyser avec nos élèves, en fait on n'arrive pas à ne pas le regarder, on peut pas faire autre chose en même temps, quoi. Il y a un côté où moi je suis absorbé par ça, et notamment par lui, mais au-delà de lui, je vais y revenir un peu plus tard, il y a un côté où vraiment je trouve que ce qui fonctionne, c'est l'harmonie entre les comédiens. Je trouve que c'est dur de jouer ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire de jouer des gens qui sont censés travailler ensemble pour certains, mélangés à des gens avec qui ils n'ont pas l'habitude de travailler. Il y a un côté où il faut que ça se rentre dedans, et en même temps, après, il faut qu'ils basculent sur une espèce de truc de cohésion les uns avec les autres. C'est tout le propre d'un film choral. Mais je trouve que c'est extrêmement bien, ça marche bien. Ils sont tous à l'unisson. Il n'y en a pas un où tu te dis ça marche pas. Ouais, je suis d'accord. Y compris les jeunes acteurs. Je pense au stagiaire de Jean-Paul Rouve qui joue très bien. Et c'est le fils de Nakache. Ouais, je trouve que ça marche. Voilà, qu'il y a vraiment. Il s'appelle Bastien d'ailleurs. D'accord, je savais pas qu'il s'appelait Bastien. Non, enfin le personnage s'appelle Bastien. Oui, ah oui, t'as raison. Je croyais que tu parlais du comédien. Non, je crois qu'il s'appelle Gabriel Nakache ou quelque chose. Mais voilà, je trouve qu'il y a une vraie réussite. Et puis au-delà de ça, moi je trouve que dans la réalisation, ce film, il a des moments incroyables. Je l'ai dit en rigolant dans l'édito, mais la scène du ballon, c'est incroyablement beau. Et je trouve que ça marche super bien. Il y a vraiment un moment où tu te dis putain, mais là ça y est, en fait ça m'émeut de voir ça. Enfin, je trouve que ça marche, c'est-à-dire que d'un coup tu deviens le public du mariage. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Je trouve ça dingue. Oui, c'est vrai, t'es comme Bakri et tous les autres personnages, tu regardes en l'air, tu fais mais putain, ça marche, ça m'émeut comme tel. Mais parce que vraiment tous les personnages à ce moment-là s'arrêtent, et tout le monde, y compris Bakri, sourit, alors que Bakri fait quand même la gueule pendant 95% du film. Et vraiment il y a un moment où tu te dis putain, mais en fait, le mariage, c'est pas juste un décor. C'est vraiment... c'est ça, en fait, le personnage principal du film. C'est le mariage. Et voilà, je trouve qu'ils ont ce tour de force incroyable. Et puis, il y a quand même autre chose, mais ça, je l'ai conscientisé a posteriori. J'aime beaucoup la relation qu'a Bakri avec Josiane, donc qui joue une membre de son équipe, mais avec qui il a une relation extra-conjugale. Et une liaison. Je l'ai compris après, mais c'est Suzanne Clément qui joue dans Mommy. Et vraiment, en fait, j'ai réalisé ça il y a peut-être 2 ans. J'avais jamais fait le rapport avant. Moi, je l'ai réalisé là en le revoyant. Je fais mais quelque chose dans quoi je l'ai vu. Et vraiment, je trouve ça. Je sais pas. Moi, ça c'est très personnel, mais j'aime bien retrouver des comédiens que j'ai adorés dans des rôles, les revoir dans d'autres films que j'aime. Il y a un côté un peu putain. Ce personnage-là, il m'a évoqué tellement de trucs dans ce film, je le retrouve là dans autre chose, et ça me procure une émotion, tu vois. Et le voir en plus, l'avoir en l'occurrence avec lui, avec Bakri, je trouve que leur relation, elle marche super bien. Je trouve que ils marchent sur un fil tous les deux entre elle menace d'arrêter tout, lui il doit quitter sa femme, et il le fait pas vraiment en plus. À la fin du film, il lui dit qu'il a parlé à sa femme, il a rien dit à sa femme, c'est sa femme qui a pris les devants et qui l'a quitté. Je spoil un peu, on va y venir après, mais je trouve que cette ambivalence là, elle marche bien, et ça les rend encore plus humains. Parce qu'en fait, ils font des erreurs humaines que plein de gens ont fait ou feront encore, mais sans parler spécifiquement de ça. Mais je trouve qu'il y a une dimension humaine dans ce film qui est vraiment forte et qui marche très très bien. Donc voilà, je suis vraiment toujours très ému de revoir ce film parce que Bakri
et parce que le film fonctionne très bien. Et je trouve que en fait, t'as raison, c'est un peu un hommage presque quand on voit ce film-là. C'est un peu le sentiment que ça procure. C'est assez dingue. Après, moi, c'est vrai que la relation qu'il a avec Suzanne Clément, en fait, Suzanne Clément, elle cherche à le réveiller justement à l'électrochoc pour qu'il quitte sa femme. Donc du coup, en fait, ils ont une relation forte, mais ils sont jamais ensemble à l'écran. Bakri, il l'observe de loin en train de draguer le petit jeune, le petit gendarme, mais en réalité, ils ont très peu de scènes. Non, mais oui, totalement. Où ils se parlent en tant que couple, entre guillemets, tu vois. Ouais, mais c'est bien installé. Bien sûr, c'est très bien installé. C'est très bien installé. Mais moi, ça m'a fait plaisir, tu vois, bizarrement, de revoir Suzanne Clément, parce que du coup, à l'époque, je n'avais pas vu Mommy, donc j'ai fait ah bah tiens, oui, ok, je m'en foutais un peu. Et là, quand j'ai revu, je fais mais c'était pas vrai que c'est pas ça. Et bah si, c'était elle. J'ai dit bah je comprends. Troisième raison pour laquelle il m'a conseillé le film, lui. C'est pas grave, on y croit. Allez, c'est parti. Donc voilà. Bon, on va rentrer un peu dans le détail. Rentrons dans le vif du sujet. Le sens de la fête, ça raconte l'histoire de Max Angeli, qui est le patron d'une petite boîte qui gère l'organisation de mariage, et donc il s'occupe de préparer une réception dans un château pour un couple de mariés, Pierre et Elena. Et en fait, ce film va nous raconter toute la difficulté que consiste l'organisation d'un mariage. Surtout le jour J, en fait. Surtout le jour J, puisqu'il va se retrouver à devoir gérer tout un tas de conflits avec les membres de son équipe, à commencer par Adèle, qui est donc son bras droit, on peut le dire, mais aussi James, qui est campé par Gilles Lelouch, qui est le DJ de la soirée et qui semble avoir un petit problème d'ego. Et puis il ne devait pas être là en plus, c'est lui qui remplace celui qui était prévu au départ, donc ça crée plein de situations. On se retrouve aussi avec le chef cuisinier qui lui va devoir aussi gérer tout un tas de choses, et puis tous les gens qui vont travailler, donc voilà, on va pas citer tous les personnages, mais il y en a beaucoup, notamment celui campé par William Legbill dont on a parlé tout à l'heure. Et très rapidement, on va avoir apparaître tout un tas de tensions. D'abord parce que James et Adèle peuvent pas se blairer, donc ça commence par une engueulade pour avoir accès plus ou moins facilement aux installations. Ensuite, on va se retrouver avec certains serveurs qui sont absolument pas qualifiés, notamment Alban Ivanov qui se retrouve là un peu par hasard parce qu'Adèle a joué des coudes pour le faire intégrer la soirée. Et puis on nous évoque aussi assez vite le fait que ces gens-là sont pour certains pas déclarés. On nous présente vraiment une galerie de personnages très vaste. Je pense à Roshan par exemple qui est très très drôle. Oui. Et alors je me permets quand même, c'est qu'il y a un personnage secondaire dont on n'a pas parlé, mais on en parlait juste avant de commencer à enregistrer, c'est Vincent McCain, qui joue donc le beau-frère de Max, donc de Bakri, et qui travaille en fait qui travaille donc dans ce qu'ils appellent leur brigade, hein, c'est ça, ouais. Tous les gens qui travaillent là-dedans. Et qui est un prof en fait qui fait ça à côté, si je dis pas de conneries, ou un ancien prof. C'est un ancien prof. Voilà, c'est ça. Qui a l'air d'être qui est insupportable. À la rue complet. C'est un Becherel ambulant relou qui reprend tout le monde tout le long du film. Et j'ai adoré ce personnage, donc voilà, je voulais juste le mentionner. Mais comme tu l'as dit, c'est une galerie qui est. Il y en a une dizaine de personnages vraiment qu'on voit souvent. Ouais. Et du coup, c'est compliqué de tous les citer, mais on ne vous oublie pas, les gars. Donc, à tous ces problèmes de personnel et ces problèmes avec le personnel, du coup, parce que finalement, c'est les deux. Tu as parlé de son frère, de son frère. Beau-frère. De son beau-frère, pardon. Il y a aussi donc, le problème avec Josiane, qui est donc quelqu'un qui travaille avec lui, avec qui il a une relation, mais on sent dès le départ qu'elle est tendue, puisqu'elle nous fait très vite comprendre qu'elle a envie d'arrêter la relation parce que lui ne se sépare pas de sa femme. On comprend en fil rouge qu'il est en train aussi il n'arrive plus à communiquer avec sa femme, qu'il ne lui répond jamais au téléphone et qu'il veut, alors qu'ils sont en train de vendre un appartement, de ce qu'on comprend au départ, donc ils ont besoin de se voir pour signer des papiers. Il y a quelque chose qui est évoqué au tout début du film dans la première conversation qu'il a au téléphone. Je me souviens plus. Donc en fait, c'est un mec qui se retrouve à devoir gérer tout un tas de trucs. Et c'est tout le sel du film, c'est que Bakri, il a 1 milliard de trucs à gérer. Oui. Il doit gérer son entreprise, il doit gérer ses équipes, il doit gérer le problème avec sa femme, le problème avec sa maîtresse, le problème avec son beau-frère, parce qu'il va y en avoir aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on nous montre ce mec-là un peu comme un homme orchestre, mais qui a un orchestre de piètre qualité. Oui, c'est ça, c'est un peu l'orchestre de un des épisodes les plus cultes de Bob l'éponge, où Carlos essaye de diriger Bob, Patrick et compagnie et en faire un orchestre, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Ils sont complètement désaccordés, c'est le mot.
Et par-dessus tout ce contexte se pose un autre problème, c'est que les mariés, et notamment Pierre, est un marié extrêmement exigeant et parfaitement antipathique qui, grosso modo, fait comprendre qu'il n'aime rien de ce qui est fait. La déco florale, il n'est pas du tout content que James remplace DJ Fab qui était là au départ. Et on sent quand même qu'on est dans un univers de gens assez guindés. Oui, c'est et la riche. thématique du mariage est vraiment la sobriété, l'élégance. Et clairement, James, pour commencer, c'est clairement pas le gars qui incarne ça, puisqu'il a plutôt un côté, on l'a dit, un peu égotique et il veut se mettre lui en avant plus que le mariage. Oui, c'est ça. Puis Pierre, le personnage de Pierre, de Benjamin Laverne, le dit très bien. Il dit moi, je veux pas Patrick Sébastien, si tu veux. Exactement. et voilà. Et puis il y a une scène très drôle, un moment où il s'entraîne, James, à chanter. Il chante en italien, mais en fait, il invente des mots. Et l'autre, il dit, vous savez, je parle italien, ça ne veut rien dire, quoi. Donc c'est assez drôle. Et puis voilà, au fur et à mesure, donc on a, Bastien l'a dit tout à l'heure, mais au fur et à mesure du film, on a un espèce de compteur de temps. On avance jusqu'au début de la soirée, puis la soirée démarre. Et à partir du moment où la soirée va démarrer, là, les choses vont vraiment devenir compliquées parce que d'abord, ils sont obligés de porter des costumes, ce qu'ils ne veulent pas. Donc il y a une espèce de rébellion, on n'est pas trop d'accord. Mais surtout, le principal problème, c'est que très vite, l'orchestre va se retrouver hors service. Et oui, puisque ils vont subir une intoxication alimentaire alors qu'ils ont mangé le repas prévu pour les mariés. C'est ça. Ce qui va nous amener à un deuxième problème, mais bien plus important encore, c'est que finalement, la bouffe prévue pour le mariage n'est pas comestible. Et non, la viande n'est plus comestible. Voilà, la faute à un frigo débranché maladroitement par un certain Alban Ivanov, pour qui on retrouve le rasoir, parce qu'il avait décidé de se raser. Il faut qu'on fasse une petite parenthèse sur ses rouflaquettes. Oh, moi je trouve que ça lui va très bien. Ouais. Comme il le dit, ils sont comme ça au Buffalo. Hein. C'est totalement ça. Donc du coup, on se retrouve à un moment donné avec tous les invités qui sont présents au moment où ils commencent à s'installer pour aller manger. Mais en fait, le repas, il n'y a plus rien ça n'est plus là, quoi. Et donc, ils vont profiter d'un discours interminable du personnage de Pierre, qui est vraiment, ce personnage, on le déteste du début à la fin. Il n'y a pas un moment où il est sympathique, et ça, je trouve, c'est chouette. Si, et que quand il est à son ballon, il est sympathique. Non, mais je veux dire, il n'y a aucun moment où je suis d'accord avec toi. l'empathie pour lui, et je trouve ça bien qu'il lui ait pas donné, entre guillemets, un arc de rédemption. Non, je trouve ça bien qu'il soit resté con jusqu'au bout. Et donc, ils vont profiter de ce discours interminable pour aller se ravitailler chez un collègue qui organise lui un mariage sur le thème des cow-boys. Justement, ouais, et c'est très très drôle là aussi cette scène. Je suis en train de, je l'ai pas noté, mais le nom du comédien qui va voir, c'est un comédien qu'on voit souvent dans les seconds rôles et qui joue très très bien. Je vais te dire ça. Effectivement, on le connaît. Il a joué d'ailleurs, si je dis pas de conneries, il joue pas dans La Cité de la Peur, c'est pas celui qui fait Émile. Si, c'est Émile dans La Cité de la Peur. Ouais, absolument. Attends, je vais te dire son nom. Et donc c'est très très drôle de le voir. Ils se rendent service et donc finalement ils finissent par récupérer la bouffe et ils utilisent une tradition ancestrale, la tradition du un truc un peu caché vraisemblablement chez les traiteurs quand ils ont une galère, c'est sortir les feuilletés aux anchois qui sont extrêmement salés et qui du coup vont leur faire gagner du temps parce que ils les font manger et boire beaucoup d'eau, et donc il explique à un moment donné ça les fait gonfler comme des pop-corn. C'est ça, c'est assez drôle. L'acteur donc c'est Sam Carman, voilà. Effectivement, qui joue le personnage qui aide Max et qui est donc bien le personnage de La Cité de la Peur. De La Cité de la Peur, c'est Émile, absolument. Prenez un chewing-gum. Ouais, exactement. obligé. Évidemment. Un grand film. Et donc finalement, on arrive plus ou moins à sauver un peu les meubles. Je vous passe, il y a des tas de péripéties, mais on va pas rentrer trop dans le détail. Et arrive un moment donc assez compliqué, puisque il se retrouve à devoir démarrer un espèce de spectacle qui a été prévu par le marié, puisque le marié a décidé qu'il allait faire une surprise à sa compagne. Mais je vais pas la dévoiler, je l'ai un peu dévoilé tout à l'heure, mais on va la garder pour la dernière partie. Ça fait 3 fois qu'on en parle, donc voilà. Mais du coup, en fait, ce moment-là va passer du moment très bien à la catastrophe. Mais déjà, avant ça, on a un moment très drôle, et je m'arrêterai là-dessus, mais je voulais qu'on parle de cette scène. C'est qu'on a parlé très vite de Jean-Paul Rouve, qui joue un photographe absolument insupportable. Qui fait tout sauf prendre des photos. Complètement ringard au passage. Complètement à la et ramasse. Il est obsédé par le fait de rencontrer quelqu'un, et donc il utilise une application de rencontre qu'il découvre. Et au bout d'un moment, il finit par avoir...
Avoir gain de cause, voilà. on a dit. Et pendant un moment, on ne sait pas avec qui, et finalement, on comprend que c'est avec la mère de la mariée. Qui était le personnage qui arrêtait pas de le gaver au départ, etc. Puisqu'elle prend des photos avec son téléphone à côté. Absolument. Et lui ne supporte pas ça parce que c'est un mec pro-argentique. De l'argentique, évidemment. Voilà, et du coup, non, c'est très très drôle. Et l'actrice, d'ailleurs, une habituée des films de Toledano et Nakache, parce qu'elle a joué dans au moins 3 d'entre eux, si je te dis pas de bêtises. Tout à fait. On la retrouve régulièrement. Et voilà, je trouve que, encore une fois, il y a plein de petites choses à l'intérieur du film comme ça qui sont vraiment, vraiment sympas. Je m'arrête là. Donc à ce moment-là, il démarre sa chorégraphie du ballon et je raconterai la fin tout à l'heure. À ce stade, est-ce qu'il y a... Parce qu'en fait, il y a plein de petites scènes dans ce film. Est-ce qu'il y a des choses que tu retiens plus que C'est presque un film à sketch, en fait, un film à scène. Presque, ouais. C'est assez étrange. Moi, je sais que la plupart des scènes que j'adore viennent à la fin, viennent après. Là, à ce moment-là du film, moi, j'aime beaucoup les apparitions d'Alban Ivanov. Voilà, je trouve qu'à chaque fois, il fait mouche, à chaque fois, il me fait marrer. Parce qu'en plus il a vraiment cette tête d'ahuri du début à la fin. Tellement. Enfin, je veux dire, quand Adèle le présente à Max et qu'il lui fait oui, donc vous avez déjà travaillé, vous avez déjà fait du service comme ça et tout. Ouais, bah rapide. Dans la restauration rapide. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Est-ce que vous savez découper du sol, du loup machin, et puis je crois qu'après il lui dit et du turbo. Ouais, j'ai quelques notions de mécanique. J'ai explosé, mais vraiment les dialogues sont super. Alors, les dialogues, comme d'habitude avec Toledano et Nakache, ils sont incroyables, mais les acteurs les jouent mais tellement bien. Donc ouais, non, putain, une scène préférée à ce moment-là du film, c'est compliqué. Je trouve que les meilleures scènes, vraiment les plus touchantes, les plus marquantes, arrivent après. La scène de la surprise, effectivement, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, qui te cueille en fait, littéralement. En plus, comme c'est Pierre qui fait la surprise, c'est d'autant plus marquant parce que vraiment on se dit mais merde, le mec est bon bien. En fait, parce que tu l'as pas dit, mais on le voit répéter la surprise à un moment donné. Oui, c'est terrifiant. Et tu te dis mais qu'est-ce que ça va être que ce mariage, qu'est-ce que ça va être que ce truc, et t'attends ça tout le long. Ouais, petit fusil de Tchekhov, allez hop, ça c'est pour toi Guillaume. mais non, mais du coup non, une scène marquante. En fait, toutes les apparitions de Bakri aussi, il a tellement comme je disais, moi je trouve ce sens du rythme quand il parle. Parce qu'il n'y a pas eu de... Il y a une place laissée à l'improvisation dans ce film, forcément, avec autant de personnages, etc. Mais il y a... En fait, c'est très difficile, parce que tout est tellement naturel. Même les apparitions de Lelouch, quoi, quand il chante en italien. Mais j'étais mort de rire. Vraiment, ça marche à chaque fois. Donc voilà, moi les scènes que je préfère sont celles de Bakri plus tard, donc je me réserve un peu pour la fin. Faudrait qu'on change en fait, parce que tu remarques à chaque fois qu'on fait cette petite séquence qu'est-ce que t'as préféré dans le film, on est obligé de rajouter à ce moment-là oui. pour essayer de pas empiéter sur la fin. Faudrait qu'on le mette à la fin en fait. Oui, on pourrait le mettre à la fin, c'est vrai. C'est terrible. Et toi du coup? Non, si, moi j'ai quand même quelques trucs, vraiment des moments. Je trouve que toutes les scènes avec Jean-Paul Rouve sont drôles quand tu le vois bouffer le buffet et Pierre lui dit et vous pensez qu'il va en laisser pour mes invités ou c'est comment? Parce que vraiment il fait tous les trucs qu'il faut pas faire quoi. Et puis il est complètement à côté de la plaque. Enfin, il se prend pour un photographe incroyable. Il dit à son stagiaire bah tu vois en fait moi j'aime bien trouver ma place, et en fait il place toutes ses affaires au milieu de là où les serveurs doivent passer, mais tu te dis mais le mec n'a aucun sens pratique. Non mais totalement, ça je trouve que ça marche très bien. J'aime beaucoup toutes les scènes où Adèle fait croire un truc à Max et qu'il est ahuri et qu'elle se fout de sa gueule. Genre moi, il lui fait croire qu'il y a un mec qui est mort et qu'ils l'ont mis dans la chambre froide et tout. Et il dit vous auriez vu votre tête et tout. Et puis pareil dans les petits trucs, le running gag des SMS. Oui. C'est à mourir de rire. On nous fait comprendre très vite que quand il écrit les textos, il se trompe. Et je l'ai pas dit, mais il y a une sous-intrigue où un mec vient pendant le mariage parce qu'en fait, Bakri veut revendre sa boîte. Mais alors justement, c'est bien que t'en parles, parce que pour moi, tout à l'heure, quand tu disais qu'il parlait de vendre un appartement, pour moi, il parlait déjà de vendre sa boîte à ce moment-là. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose. Le bénéfice du doute. Et donc, il doit rencontrer un personnage qui s'appelle Valérie Laprade, sauf qu'évidemment, il s'attend à ce que ce soit une femme, mais en fait, c'est un homme. Et donc, il y a toute une séquence un peu drôle autour de ce personnage. C'est après, parce que tout ce que tu dis là, on le découvre juste après, je crois. Non, c'est avant le ballon. C'est avant le ballon. C'est avant le ballon. My bad, mon ami. Et il y a ce moment très très drôle où il lui dit oui, j'ai bien reçu votre texto, vous m'avez dit que dès que j'arriverai, vous viendrez me lécher. Et en fait, on comprend. C'est dit à demi-mot, mais que Laprade, il est homosexuel.
parce que dans sa manière, il le regarde avec un sourire. Voilà, c'est ça. Il lui dit mais à très bientôt. Et Bakri est extrêmement mal à l'aise et c'est très drôle. Et au passage, Laprade, c'est un comédien qu'on a beaucoup vu puisqu'il joue dans Scène de ménage sur M6 notamment. Oui, Grégoire Bonnet, absolument. Voilà, et c'est un très bon comédien de théâtre aussi. Et tout à l'heure, j'en ai parlé, mais j'ai pas dit son nom, et histoire de quand même qu'on nous accuse pas de toujours parler des acteurs hommes et pas des actrices femmes. Geneviève, la mère du marié, est donc jouée par Hélène Vincent. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, moi je retiens beaucoup ça, et surtout moi je retiens le rythme. En fait, le film il fonctionne. Il fonctionne vraiment pour ça, il est très rythmé et tu l'as dit, c'est presque une succession de petits sketchs, mais extrêmement bien imbriqués, ce que beaucoup de comédies françaises ne savent pas faire. Juste pour les scènes préférées, si je dois vraiment en choisir une, je sais que j'ai beaucoup aimé la scène où il va récupérer la nouvelle viande chez son pote, justement. C'est très chouette. Parce que à ce moment-là, tu sais qu'il est complètement désabusé de tout, il se dit c'est ma dernière tournée, de toute façon après je vends ma boîte et tout, tu sens qu'il est déjà tiraillé par tout à fait. Cette chose-là, et en fait son pote lui dit mais c'est vrai que tu vas te barrer. Il fait bah ouais c'est bon, j'en peux plus, là, j'ai donné en plus mon équipe de bras cassés, j'en peux plus. Et il lui dit putain mais moi je sais pas comment tu fais, je pourrais pas faire partir à la retraite. Et en fait tu vois l'émerveillement de Bakri quand ils mettent leur chapeau de cow-boy pour lui dire bah tiens regarde moi ce que je suis en train d'organiser, tu parles de laquelle, regarde moi c'est un mariage cow-boy. Donc on est tous déguisés en cow-boy, mais les invités aussi. Et je veux dire, il y a un taureau mécanique, ils sont en train de faire Cotton Eye Joe, parce que c'est un mariage juif en plus. C'est-à-dire qu'ils font le lever de chaise et compagnie, mais sur Cotton Eye Joe. Mais je veux dire, c'est génial visuellement. Je suis d'accord. Et en fait, tu sens l'émerveillement dans les yeux du personnage de Max, qui se dit putain quand même, je vais dire au revoir à quelque chose de fou, quoi. Oui, totalement. Et du coup, voilà. Donc moi, peut-être si je dois retenir une scène, allez, je vais être beau joueur, c'est celle-là. Bon, merci Bastien, fin de tournage, salut. Non, mais je suis d'accord avec toi, elle marche cette scène et elle participe à montrer que en fait, lui il est désabusé du métier mais que tout le monde ne l'est pas, et ça va avoir un peu son importance sur la fin. Donc du coup, pour terminer le film, donc, on a ce moment vraiment incroyable où Benjamin Laverne, donc le personnage de Pierre, fait une chorégraphie. Donc il faut imaginer qu'il est attaché à un immense ballon qui ressemble à la lune, c'est sa texture en tout cas, quand tu le vois d'en dessous on dirait que c'est la lune, et donc il fait une chorégraphie qui passe au-dessus de la salle, au-dessus des invités, et il est tenu par 2 cordes qui sont tenues par le personnage, le beau-frère de Max, et par Adèle, qui chacun tiennent le truc et qui sont censés le faire avancer. Et là vraiment il y a un moment où la chorégraphie c'est beau quoi, ça marche hyper bien. Et puis le truc est censé se finir où il le ramène vers la mariée pour qu'il l'attrape et l'embrasse. Mais là, il faut expliquer un truc, c'est que le beau-frère de Max, en fait, quand il arrive au mariage, il se rend compte que la mariée, c'était une de ses collègues, donc clairement, il semblait être amoureux. Si peu. Et en fait, il va devenir zinzin, c'est-à-dire qu'il va la draguer littéralement, il va danser avec elle, il va s'incruster sur les photos de mariage et tout, ce qui rend fou Bakri, qui lui dit mais t'as pas vu que la dame elle portait une robe blanche, tu n'as pas compris la signification quoi. Et donc au moment où ils sont censés l'embrasser, bah, lui il n'accepte pas ça, donc il donne un énorme coup dans la corde, ce qui fait que l'autre il repart. Et là on a toujours la musique très jolie, parce que la musique est très belle à ce moment-là, avec l'autre il dit mais il est en train de me baiser mon chou. Absolument. Et ça c'est vraiment vraiment drôle. Et donc on se rend compte que là ça devient n'importe quoi, et on a un espèce de plan, il faut imaginer qu'à ce moment-là il y a pas mal de plans au ralenti, c'est assez esthétique. Et on voit Adèle qui est en galère, et là on voit... C'est ça, parce que Adèle et James en fait prennent le relais. Voilà, James il arrive un peu en mode beau gosse, en courant, il prend, et on le voit, il y a un plan au ralenti, il tire sur la corde, et d'un seul coup ils se regardent, Adèle et James, et on comprend, ils se sont engueulés tout le temps, mais ils ont eu un petit moment de rapprochement, et là finalement ils vont aller se rapprocher, s'embrasser et lâcher la corde, et l'autre il part, et il y a Bakri vraiment qui les regarde et il monte du doigt, genre et l'autre il s'envole, et plus ça va, plus il va vers le toit. C'est le seul qui se rend compte qu'il y a un problème. Même les invités sont en mode c'était magnifique et ils applaudissent, et l'autre il est en train il y a que lui qui se dit mais il parle monsieur là quand même. Et en parallèle de ça, nous avons notre ami Alban Ivanov et William Legbill qui eux sont en charge des feux d'artifice, sont censés démarrer les feux d'artifice au go de Max, et voyant le ballon ils se disent ah tiens elle a lâché de ballon, donc ils lancent un feu d'artifice, et comme ça marche pas ils appuient sur tous les boutons et ils font tout péter littéralement, on dirait une attaque nucléaire quoi. Et à ce moment-là c'est rideau, puisque le château il n'y a plus d'électricité, ils font sauter les plombs. Ça avait été amené un peu plus tôt dans le film que comme c'est un ancien château, il y a pas l'électricité, si ça tire d'un côté faut pas que ça tire de l'autre quoi. Exactement, donc là ils font tout péter, et donc on se retrouve dans une ambiance chaotique, et là on a Max qui va aligner toute son équipe devant le château avec une torche, tu l'as dit, à la Koh-Lanta, et qui va les pourrir. Et cette scène elle est
prodigieuse de jeu. Ouais. C'est un plan en séquence, il n'y a qu'une seule prise sur ce truc-là. Et je me souviens avoir lu, je ne l'ai pas retrouvé là en faisant les recherches, mais je me souviens avoir lu qu'ils ont pris la première prise, ils en ont fait une, et ils savaient que c'était bon, ils en ont refait une deuxième, histoire 2, mais ils ont gardé la première. Et cette scène, elle est incroyable, parce que d'un coup... je pense que c'est la scène que je retiens le plus. Il les pourrit. Enfin, vraiment, il leur dit tout ce qu'il en pense. Que Adèle, elle est... c'est pas possible son comportement, qu'ils se rendent pas compte à quel point ils sont en train de ruiner la boîte, que lui, il en peut plus, que de toute façon, il va tout vendre, qu'ils vont se démerder sans lui. Enfin voilà, il leur balance vraiment leurs 4 vérités. Et puis après, il s'en va et il va se mettre tout seul dans un coin. Et finalement, il va être rattrapé par Jean-Paul Rouve qui va venir dans une discussion lunaire là aussi où il dit, tu sais, moi j'aurais dû être reporter de guerre. Tu veux que je te raconte? Je dis non, je ne veux pas. Et finalement, il le ramène à l'intérieur parce que Bakri, lui, veut partir en fait. Il dit non, c'est bon, de toute façon, c'est mort là, au point où on en est. Et finalement, il réussit à le ramener à l'intérieur. Et là, il va découvrir un truc incroyable, c'est qu'à l'intérieur, ils ont allumé tout un tas de bougies, de chandelles. Et ils sont en train de jouer de la musique, notamment Roshan et un certain nombre de gens avec qui ils travaillent. Et on a une séquence de musique acoustique qui est incroyablement belle. Un peu indienne. Exactement. Etc., parce que les acteurs les personnages sont indiens d'ailleurs. Ouais, et vraiment, la scène, elle est super belle. La musique est top. Les invités se mettent à danser les uns avec les autres. Enfin, dans ce film, on voit Jean-Paul Rouve prendre des photos. Ouais. C'est le seul moment du film où il fait son boulot correctement. Et voilà. Et finalement, lui, il se retrouve Bakri au milieu de ça. Et d'un coup, il se rend compte qu'il est émerveillé. Ouais. Et à nouveau, ils réussissent ce truc en tant que spectateur aussi. Tu te retrouves au milieu de ça, putain, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Et ce truc est confirmé par une petite scène très marrante où Pierre vient le voir à la fin en lui disant, en gros, quand j'étais tout là-haut, je n'imaginais qu'une chose, c'est comment j'allais vous détruire, quoi, quand j'allais redescendre. Et finalement, sa femme, elle arrive, elle est émerveillée. Et donc, il finit par lui dire bon, merci du coup, parce que malgré tout, le mariage est réussi. Et puis, le film se termine le lendemain matin avec cette fameuse scène dont j'ai parlé en édito, que voilà, je ne vais pas redécrire, mais que j'aime énormément, où on le voit assis, vraiment abattu et en même temps fatigué. En même temps, on sent qu'il a été vraiment secoué. Et puis, il y a donc Josiane qui arrive en fond et qui vient le voir et voilà, il lui dit qu'il a parlé à sa femme, ce qui n'est pas vraiment la réalité, parce que c'est surtout sa femme qui lui a dit qu'en fait, elle-même avait une relation depuis longtemps. Voilà, et que du coup, elle voulait arrêter. Et donc ils finissent par officialiser leur relation, entre guillemets, y compris aux yeux de tous, même si on comprend à la fin que tout le monde était au courant. Et puis, il va annoncer dans un dernier discours qui est vraiment un parallèle à celui qu'il a fait de nuit, en disant aux gens, voilà, à partir de maintenant, vous demanderez à Adèle, je lui file des responsabilités, je vous remercie, vous m'avez beaucoup touché et tout. Et le film se termine là-dessus. Du coup, tu vas peut-être pouvoir parler un peu plus de ta scène préférée. On l'a évoqué rapidement, mais pourquoi c'est celle-là en particulier ? Parce que je trouve que Bakri est magistral. Voilà, je trouve que tous ces ressentiments qu'il a, que son personnage a pendant tout le film, ressortent d'une manière explosive, mais jamais dans le too much, jamais dans... Il reste maître de lui-même, malgré tout. Il leur balance leurs 4 vérités. Moi, j'adore ces scènes-là dans les films comme ça. J'adore quand le personnage principal qui subit beaucoup de pression pendant tout le film, d'un coup, balance un peu ses 4 vérités. C'est pour ça, par exemple, dans la première saison de Bref, je pense qu'un de mes moments préférés, c'est l'épisode en 4 parties de la fin de série où justement son personnage, Akiane Kojandi, balance ses 4 vérités à tous ses potes. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui marche toujours. Et là, ça marche encore mieux. C'est quelque chose que j'aime quand le personnage dit enfin ce qu'il pense. Parce que c'est quelque chose que je fais peut-être pas assez. C'est peut-être pour ça que ça fait écho à quelque chose en moi. Et du coup, voilà pourquoi j'adore cette scène. Et puis en plus, tout ce qui se passe derrière, du coup, parce que le film se termine effectivement sur ce discours où Adèle, il dit voilà, vous avez quelque chose à dire à Adèle, donc Adèle, je te laisse dire. Donc elle leur dit voilà, mardi on se retrouve à la foire de je sais pas quoi, machin. Donc tout le monde rendez-vous à telle heure. Et du coup, il dit voilà, c'est ça. Et donc tout le monde est un peu dans l'expectative. Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant ? Il dit mardi quoi. Et là, il sort l'enveloppe de Valérie machin là et il la fout à la poubelle en mode non mais je vais continuer ce taf quand même. Ouais, tout à fait. Et du coup voilà. Et du coup, je trouve que tu l'as dit, ça fait écho à la scène de nuit, mais complètement, puisque ça. C'est à l'opposé, mais ça fait écho justement à ce que lui leur dit à ce moment-là, c'est-à-dire je vais vendre la boîte et vous allez vous retrouver comme des cons, quoi. Ouais, tout à fait. Donc non,
voilà, je trouve que cette scène-là, et puis encore une fois, je pense que c'est complètement personnel, cette façon. En fait, je suis toujours impressionné de voir des personnages de fiction, que ce soit dans des films, dans des séries, dans des livres, dans des comics, dans des mangas. C'est pour ça que j'aime la fiction en général, c'est parce que justement, je transpose un peu ce que moi, je ne suis pas capable de faire. Bon, comme je pense que là, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais voilà, donc c'est pour ça que moi, ça me plaît, cette scène-là. Voilà, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est très bien, c'est un très bon résumé. Bon, moi, vous l'avez compris, j'ai une scène vraiment au-dessus des autres, mais qui... Ah mais oui, c'est vrai, pardon, est-ce que je t'ai même pas... Non, mais je t'en prie. Voilà, j'ai vraiment... Je peux pas l'expliquer pourquoi, mais cette scène... Parce que vraiment, elle est presque anecdotique. Ah, mais anecdotique. Elle est anecdotique, mais je la trouve très très belle. Je trouve que la composition de cette scène est belle, et je sais pas, la première fois que je l'ai vue, ça a fait ce truc, et c'est toujours le cas, et vraiment, c'est une scène qui m'émeut. Ah bah ça s'entend, hein, il a la voix qui tremble, là vous voyez pas, mais il a les yeux rouges, pépère. Mais vraiment, j'aime énormément cette scène. Et après, j'aime évidemment la scène que tu as citée, je trouve qu'elle est très très réussie. Et moi, j'aime bien la scène qu'il a en solo avec Jean-Paul Rouve, où il vient le chercher, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est son anniversaire. En fait. C'est ça, oui. Exactement, donc il vient lui donner son gâteau. Et en fait, ils ont une discussion... Ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde dans les discussions. Ils sont vraiment dans des... Lui, Jean-Paul Rouve essaye de parler de lui alors que c'est pas le moment, et lui, très poliment, lui dit que ça l'intéresse pas. Mais en fait, je trouve que cette scène, elle est réussie parce que il y a une acceptation de Bakri que de toute façon, ce mec-là, ils seront jamais vraiment raccord, mais ils sont quand même amis. Il y a un côté où il faut accepter... Il y a une tendresse en fait dans cette scène. Exactement, il y a de la tendresse, il y a de l'affection entre eux, et il y a un truc qui, je trouve, illustre bien ce qu'est l'amitié, c'est accepter que les gens sont comme ils sont. Et clairement, jamais Jean-Paul Rouve, enfin le personnage de Jean-Paul Rouve, ne deviendra quelqu'un d'autre, et donc il l'accepte comme ça, il est à côté de la plaque, il se rend pas compte, mais... Je l'aime quand même, c'est mon ami. Et je trouve que cette scène, elle est très très réussie. Puis voilà, après, on va pas enfoncer de porte ouverte sur la séquence musicale qui est très bien. Oui, et encore une fois, voilà, bien sûr. Visuellement, là aussi, c'est très très réussi. Il y a vraiment des jolis plans, et je reviens à ma scène préférée qui est, je trouve, vraiment une compo parfaite et qui a une granularité particulière dans l'image. Une certaine grâce aussi. Oui, mais totalement. Il y a tout là-dedans. Et puis là, je pense que la musique marche. La scène, elle démarre sur un fond au noir avec un peu de piano. Voilà, c'est un... Oui, c'est vrai que là voilà. Vous connaissez peut-être pas encore assez, hein, mais bon, dès qu'il y a du piano, c'est fini, on perd, hein, Guillaume. Voilà. C'est pas faux. Mais voilà, peut-être qu'au fond, j'ai l'impression que cette scène, elle montre assez ce qu'était Bakri en tant qu'acteur, mais en tant qu'être humain. C'est la perception que j'en avais. Je le trouve dans cette scène, il est là au milieu, l'attention est concentrée sur lui parce qu'il est au centre de l'image. Et en même temps, il y a des choses autour de lui dont il se préoccupe pas. Mais en plus, oui, je vois ce que tu veux dire, parce que cette scène, ce plan particulièrement, en fait, pourrait avoir été filmé à l'insu de son plein gré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, totalement. Parce qu'on pourrait croire que c'est un moment de pause pendant le tournage, en fait. Oui, il y a un peu ça. Et puis il y a un peu ce sentiment-là. Et en même temps, quand tu sais un peu à quoi ressemble un plateau de tournage, et pour avoir vu des milliers de making-of, nous, on sait un peu comment ça fonctionne. Il faut imaginer qu'il y a plein de gens autour. C'est un plateau de tournage, c'est très très vivant. Et d'un coup, dans ce film choral où il y a énormément de rythme, énormément de mouvements, énormément de gens à l'image, là il est tout seul. Ouais. Et je trouve qu'il y a une poésie vraiment dans cette scène, et voilà, je l'aime beaucoup, et c'est très con, mais je regrette de ne pas avoir ce film en Blu-ray. Il est introuvable en Blu-ray aujourd'hui, enfin en tout cas pas à des prix acceptables, et j'aimerais beaucoup l'avoir en Blu-ray pour capturer juste cette image dans une bonne qualité et la garder, parce que voilà, je trouve que c'est une vraie belle composition. Très bien. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ce film, mon cher Bastien ? Non, là on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Regardez-le. Si vous avez tenu jusqu'ici et que vous avez accepté tous ces spoils, regardez-le. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est un film à voir. Parce qu'on a beau tout dire, le voir, c'est autre chose. Mais ça, c'est bon pour tous les films qu'on fait. Je suis d'accord, mais ce film-là, vraiment, il se regarde. Vous pouvez l'avoir vu 1000 fois. Ça vous plaira toujours autant si vous a plu la première. Vous pouvez l'avoir vu 1000 fois. 1000 fois. Non, vous pouvez avoir vu 1000 personnes le voir 1000 fois. Non, on a parlé des 1000, je suis obligé. Big up à Emile. Big up Emile, on t'oublie pas. Bon, et merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine. Merci, mon cher Bastien. Merci à toi. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre comme d'habitude sur les réseaux,
sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et sur toutes les plateformes à vous abonner. Voilà, je fais. Ils sont partout. Voilà, on est partout, on est dans les campagnes. Oh, ils sont dans les campagnes. Non, mais voilà, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous fait plaisir, à nous faire des retours, des commentaires, des choses comme ça. On est toujours très content de vous lire, d'avoir vos avis. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous. Ciao. Ciao. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi. Je vous emmerde en je rentre à ma maison. Es una bella canzone. Voilà, c'est vraiment que ceux qui sont restés jusque-là qui l'auront. À la semaine prochaine, salut. Mal.